Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à Média Pro. Ce soir, on va parler actualité oblige et Ramadan oblige, des programmes qui seront présentés durant le mois sacré. Contrairement à d'habitude, les programmes sont diffusés sur la télévision, mais cette année et même l'année précédente, beaucoup de feuilletons et de dramas sont diffusés sur les plateformes VOD. Bien sûr, la plus disons, sollicitée durant ce ramadan dans le monde arabe, c'est la plateforme Shahid, qui appartient au groupe saoudien MBC. Avant de commencer le débat avec nos experts, on va regarder quelques bandes annonces de production ou de drama qui seront présentées sur Shahid ce ramadan. My family. Today is money. موتونا أجهر وموتوا مين يا داويش؟ اللي خايف يروح. مصطفى الأجهر، تحفظ الاسم ده وتصدقه جوه نفسك. تعرف ايه عن القضا المستعجل؟ مصطفى مش خايف أضحك عليك؟ اعملها لو تعرف وانا اشجعك. إذا كان مكتوب على أهل ذي البلاد إنهم يحاربون فأرضهم وأهلهم أولى في جهادهم ودمهم. والظلم ده ممكن يكبر يوسع لكل أمة العرب. Voilà, c'était trois grosses productions qui seront diffusées justement sur la plateforme VOD Shahid sur MBC, enfin, qui appartient à MBC et qui seront très sollicitées par les internautes. Messieurs, aujourd'hui, est-ce que la télévision justement a laissé place aux plateformes VOD, Faisal? Bonsoir. Non, je ne pense pas, parce que ce n'est pas la première fois. Shahid. C'est un relais? Oui, c'est un relais. Parfois, il y a des compléments. Par exemple, il y a des compléments entre MBC et... Il faut préciser une chose, c'est que toutes ces productions passent en même temps sur MBC et en même temps sur Shahid. Et il y a Shahid VIP, ils sont diffusés en exclusivité sur la plateforme VOD et par la suite, ils sont diffusés sur justement la chaîne elle-même. Oui, et la chaîne, il n'y a pas que MBC, parce qu'il y a la chaîne LBC aussi au Liban, la chaîne ON et DMC en Égypte, la chaîne TSA et aussi Hannabal en Tunisie, 2M au Maroc, etc. Il y a parfois des ententes qui sont faites par la plateforme, parfois on commence à diffuser par la télévision et ensuite le soir on retrouve l'épisode sur la plateforme. Et parfois il y a des diffusions directes parce que Shahid fait de la diffusion en live des feuilletons. Le feuilleton passe sur MBC et en même temps sur la plateforme, on a supposé qu'il y a beaucoup de monde qui suivent aussi le feuilleton sur le petit écran, le très petit écran qui est le téléphone. Mais disons que Shahid, sa propulsion a commencé en 2020. 2020, maintenant, elle revendique 40 à 50 millions de téléspectateurs. C'est quand même assez important. C'est la plateforme la plus importante dans la région arabe. Et maintenant, il y a... La région arabe, c'est 200 millions. Hein. Non, c'est la plus importante plateforme, parce qu'il y a d'autres. Hein. Il y a Showmax, il y a Weyek, etc. Mais c'est la plus vue, d'autant plus que c'est une plateforme qui a fait aussi des accords avec de grands groupes internationaux, Samsung, TCL en Chine, elle a fait aussi des accords avec des studios aux États-Unis, au Canada, en Corée du Sud, au Japon, en Inde. Donc vous pouvez imaginer qu'elle brasse très large, parce que ces producteurs sont aussi intéressés pour s'adresser au monde arabe selon les valeurs évidemment culturelles, civilisationnelles liées à ces séries. Mais je pense que le Ramadan effectivement est un grand moment de télévision et ce Ramadan 2023 est très important parce qu'il y a au moins une cinquantaine de feuilletons, des dramas et on constate aussi l'entrée en force des Irakiens parce que jusque-là les Irakiens étaient un peu en retrait par rapport aux Syriens, par rapport aux Libanais, par rapport aux Égyptiens. Les Irakiens sont très en force et également les Saoudiens. Parce qu'il y a aussi beaucoup de feuilletons saoudiens. Le Shahid produit lui-même aussi des... Il faut préciser que c'est une plateforme VOD saoudienne. Saoudienne, oui, elle appartient au groupe MBC. MBC, ouais. Et il y a aussi Shahid VIP, parce qu'il y a deux plateformes. C'est quoi la différence entre Shahid et Shahid VIP? VIP, elle donne les originals, ce qu'on appelle les originals, c'est-à-dire comme Netflix le fait. C'est-à-dire que c'est des productions
de Shahd. Production originale. Originale, généralement. Généralement, c'est des dramas, des séries policières, des feuilletons sociaux, parce que c'est les plus vus dans la région arabe. Et donc, alors pour ça, et alors aussi les premières diffusions. Parce que parfois, il arrive que Shahd diffuse un feuilleton, quelques mois après, il est sur NBC ou sur d'autres chaînes. Donc, il passe, lui, en premier, il a donc l'exclusivité de la... Et bien sûr, c'est plus cher. Hein. Quand on est sur VIP, on paye plus cher. Karim Bouaziz, on t'a un peu débarqué sur ce plateau. Il a quitté le terrain africain pour parler du terrain arabe. Aujourd'hui, vous êtes quand même un grand connaisseur du cinéma et de l'audiovisuel. À votre avis, pourquoi aujourd'hui les VOD sont un espace de diffusion? En fait, depuis quelques années, on se rend compte quand même, il n'y a pas une crise du cinéma, mais en tout cas, le cinéma se questionne. On se rend compte, par exemple, au niveau des scénarios, on va chercher des remakes, on fait des espèces de séries de cinéma qui n'en finissent pas. On le voit avec Star Wars, on le voit avec Marvel, on le voit avec les Batman. Il y a plusieurs versions de Batman. Il y a même, on se bat... Qui sont diffusées sur des plateformes VOD, comme Disney+, qui diffuse toutes les super-héros américains, toutes les séries de Lucasfilm, etc. Lucasfilm, mais on arrive, si vous voulez, à la fin d'un cycle, c'est-à-dire que quand on voit par exemple les Scorsese, quand on voit les Spielberg, quand on voit les grands Michael Mann, on a l'impression qu'on arrive quand même à la fin d'un cycle. Et le cinéma se questionne sur son orientation. Et justement, si ces plateformes arrivent, c'est pour donner, si vous voulez, un nouveau souffle à tout ça. C'est bien pour la production, c'est bien pour l'emploi, mais le cinéma en lui-même, je pense son questionnement existentiel va encore plus s'accentuer avec ces plateformes. Oui, mais pour les séries, la plus importante plateforme, ou disons chaîne de séries, c'est HBO. HBO a été aux États-Unis, c'était un petit peu la première à faire ce qu'on appelle transformer le cinéma en série. Mais ça fait depuis longtemps. HBO a commencé sa révolution il y a au moins 25 ans, 30 ans. Je rappelle avec les années 90. Voilà. Là, aujourd'hui, on se rend compte qu'on fait plus des séries qui ressemblent plus au cinéma. On voit par exemple le plus grand succès. Oui, c'est Game of Thrones. Oui, c'est par exemple les Game of Thrones, par exemple, comment elle s'appelle, la série des gangsters dans la banlieue de Newcastle aussi, qui vont faire un film. Enfin, voilà. Donc il y a tout ça. C'est le cinéma qui est un peu embêté. C'est les réalisateurs qui ont du mal un peu à se renouveler. Parce qu'en fait, aux États-Unis, depuis 10 ans, il y a une réelle crise du scénario. On a du mal à trouver des scénaristes, on a du mal à se renouveler. On le voit par exemple au niveau des Oscars. Maintenant, il y a de plus en plus de films étrangers qui viennent et qui embêtent un peu les Américains. Les Américains vont en France, en Angleterre, aux États-Unis chercher des côtés de nouveaux talents. Et ces plateformes viennent pour donner un nouveau souffle. Alors, au départ, le cinéma a été un peu réactif, ou plutôt réfractaire, aux plateformes VOD, notamment Netflix, mais aujourd'hui, on l'accepte volontiers. On se souvient, Faisal, comment a été accueilli Netflix à Cannes, et aujourd'hui, elle fait partie un petit peu du paysage. Le président d'honneur de Cannes. Hein. Oui, absolument. D'ailleurs, l'une des anecdotes, Karim, lors des cérémonies des Césars, Jamel Debbouze a fait vraiment une blague sur Netflix et son succès qui menace carrément le cinéma. Parce qu'à un moment donné, on pensait que, Karim, on pensait que les plateformes n'allaient pas réussir. Et je me rappelle bien des commentaires, notamment des critiques très connues en Europe et en Amérique du Nord, qui pensaient que oui, les plateformes, ce serait juste un phénomène numérique qui va disparaître. Or, ce n'est pas du tout le cas. Et on avait aussi, parce qu'il y a beaucoup de spécialistes qui se trompent dans leurs prédictions, on avait prédit que le cinéma allait disparaître avec les plateformes. On avait dit la même chose lorsque la télévision est apparue, le cinéma est toujours là. Et il se trouve même qu'un média qu'on a tendance à oublier, qui est la radio, qui est toujours présente, selon un sondage publié par CNBC ces derniers temps, la radio, c'est le média le plus suivi par les jeunes. J'étais étonné par ce sondage. Oui, ce qui est assez étonnant, parce qu'on pensait que la radio a disparu, que finalement c'est le média le plus. D'ailleurs, tu as posté ça sur ton profil Facebook, comme quoi la radio se porte bien. Elle se porte bien parce que c'est aux États-Unis, c'est comme un immense pays. Oui. Il y a des milliers de radios, notamment périphériques. Et des podcasts aussi. Oui, il y a aussi des podcasts parce que les radios sont devenues des télévisions aussi. Parce que toutes les radios maintenant diffusent en direct et parfois en images. Et les plateformes, au contraire à ce qui a été dit à l'époque, on parle de 5-6 ans, les plateformes sont là pour, au contraire, ils contribuent à la production.
Donc il y a un financement qui est apparu, parce que le cinéma à un moment donné a eu effectivement une crise, au-delà de la crise du scénario, une crise de financement. Les plateformes produisent, et parfois il y a des films de Netflix qui arrivent à avoir des prix. Donc finalement les plateformes complètent les studios. Reda Harirash, le Ramadan est toujours coupé aux productions turques. Pourquoi? On a vu par exemple lors du passage de certaines bandes annonces, il y avait une bande annonce d'un feuilleton un petit peu coproduit entre la Turquie et la Syrie et la Jordanie. C'est une production arabe, hein, mais c'est pas une production turque. C'est-à-dire que toutes les productions turques sont un petit peu mises de côté durant le mois sacré de Ramadan. C'est pas toujours évident de faire la part entre les différentes productions, mais en tout cas, les Turcs, eux, ils ont, à l'occasion du mois de Ramadan, généralement, ils cherchent les sujets consensuels qui puissent... Surtout historiques. Notamment historiques, qui puissent regrouper les familles. C'était le cas ces dernières années, mais parfois il peut y avoir des couacs. Par exemple, lorsque les Turcs ils veulent faire des coproductions avec les Syriens et les Libanais, s'ils doivent aborder par exemple un sujet historique qui est récent et qui remonte par exemple à il y a cela un siècle, on voit qu'il y a une approche qui est différente. Surtout, la période ottomane. Alors, la période ottomane, si c'est sur les 5 derniers siècles, ça peut passer, mais si ça ne touche uniquement que le XXe siècle, c'est pas évident pour les Turcs de pouvoir se présenter sous le meilleur visage au Moyen-Orient, parce que la perception qu'ont les Saoudiens, par exemple, quand ils font leurs films, et les Turcs n'est pas la même. Puisque souvent, que ce soit la Jordanie, la Syrie ou le Liban, ils mettent toujours en avant la grande révolte arabe qui a commencé à partir de 1916. Et cette grande révolte arabe, elle s'est faite contre l'Empire ottoman. Donc, les productions arabes qui abordent ce volet historique qui est propre au XXe siècle, eh ben, c'est pas un volet qui est favorable aux Turcs. Et c'est pour ça que les Turcs essaient maintenant, quand ils veulent, par exemple, diffuser leurs productions au sein du monde arabe, et notamment au Proche-Orient, ils essayent en quelque sorte d'aborder des sujets plutôt consensuels qui puissent les mettre disons, dans la meilleure position possible. Parce qu'on voit qu'il y a des productions arabes qui indiquent du doigt les Turcs comme ayant été des occupants et qu'en 1916, la grande révolte arabe est toujours un symbole d'un certain nombre de pays qui sont nés de cette dislocation de l'Empire ottoman, comme par exemple, on le voit même au niveau de leur drapeau, hein, comme le drapeau syrien, le drapeau jordanien, c'est véritablement un symbole. Alors que pour les Turcs, c'est plutôt exactement le contraire, puisqu'en 1920 a été décrétée la grande catastrophe nationale pour les Turcs, puisqu'ils ont perdu leur empire au Moyen-Orient, et que par la suite, Mustafa Kemal, quand il a pris les rênes du pouvoir en Turquie, il a complètement tourné le dos au monde arabe, et notamment au Moyen-Orient, parce qu'il a considéré que les pays arabes ont trahi la Turquie. Vous voyez? Donc c'est pas évident de pouvoir diffuser des films turcs qui concernent l'histoire récente au Proche-Orient. Justement, messieurs, il y a un problème durant le Ramadan. Il y a une forte audience hein, du téléspectateur et du public. Alors, c'est l'occasion pour certains producteurs de faire passer certains scénarios, certains films ou certaines séries qui évoquent le passé parfois tumultueux d'une nation. Par exemple, on parle d'histoire, on parle de religion. Oui. Par exemple, il y a eu l'histoire de Muawiyah. Il y a aussi des feuilletons religieux qui sont un peu problématiques, vu le contexte historique. Il y a également le contexte historique, quand on voit par exemple les feuilletons turcs qui parlent de Ertuğrul, qui un petit peu, a conquis un petit peu le monde arabe par la suite. Il y a un véritable problème
d'envahissement culturel. Zind, par exemple, on a vu Zind. Tu lui laisses pas. Non, je voulais vas-y. rebondir sur ce que vous avez dit. Zind Bel'Asi, on a vu le premier. Oui, le premier à bande annonce. Oui. C'est une grosse production arabe. Il pose déjà problème parce que les Turcs n'apprécient pas, et je vais dans le sens de Reda, n'ont pas apprécié le fait qu'on remette en cause, qu'on aborde des choses sur l'histoire des Ottomans. Il évoque la conquête ottomane en Syrie, dans le Cham. En Syrie, et parfois c'est très compliqué. Les Syriens qui avaient, durant des années, avec Bab al-Hara, dénoncé la colonisation française, ils ont laissé de côté la colonisation française, ils s'attaquent aujourd'hui aux Turcs. Ils s'attaquent parce qu'il y a... Est-ce que c'est lié au contexte politique actuellement? Non, il n'y a pas de consensus en Syrie sur cette question, sur la présence ottomane. Certains la présentent comme une présence de colonisation, d'autres comme une présence civilisationnelle, un protectorat. Donc il n'y a pas de consensus. Vous avez évoqué Muawiyah ibn Abu Sufyan, qui est des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais qui a posé problème, notamment en Irak, parce que c'est très compliqué comme histoire. Et MBC a décidé de ne pas le diffuser sur Ramadan pour éviter la polémique. Ils ont dit pendant le Ramadan, mais après ils vont peut-être le diffuser. Parce que Muqtada Sadr, qui est un leader chiite en Irak, a menacé. A menacé. Il n'a pas menacé normalement parce que c'est une production, c'est après tout une production. Une chaîne irakienne artistique présente aussi un feuilleton sur Abu Lu'lu'a qui avait assassiné le compagnon du prophète Omar. Qui est considéré comme un criminel. Mais pour les chiites, c'est une partie des chiites comme un héros. Donc effectivement, lorsqu'il s'agit d'histoire et de religion surtout, on marche sur contexte politique sur du charbon. Oui, Reda. Oui, je voulais revenir sur deux autres points. Si vous parlez de la genèse, par exemple, de l'Empire ottoman, et vous avez parlé d'Ertugrul. Bon, en gros, les films qui concernent Ertugrul peuvent passer dans le monde arabe, puisque c'est quasiment l'Empire ottoman qui commence à se projeter, mais qui se projette en Asie centrale et en Europe. Donc qui avait un petit peu barré la route aux Mongols, pour être plus précis. Oui, à leurs cousins mongols, à un moment donné, ils étaient en compétition. Protéger le monde arabe, si on veut. Oui, en quelque sorte. Par la suite, il y a aussi, ça dépend de quelle région dans le monde arabe, parce que si c'est... lorsque les feuilletons ou les films turcs sont projetés en Afrique du Nord, plus précisément au Maghreb, ça passe. Parce que, tu penses que ça passe? Oui, ça passe. Parce que, mais ce qui est sûr, c'est que par exemple, quand il s'agit des films historiques. Les feuilletons historiques qui parlent des Ottomans ne sont pas diffusés sur la télévision publique algérienne. Oui, ils ne sont pas diffusés parce qu'ils ont une vision sur la colonisation un petit peu ottomane. Alors, ils ne passent pas... par contre, ça passe sur Shurur, ça passe sur d'autres chaînes. Oui, pourquoi pas. Mais en tous les cas, auprès du public... C'est pas interdit. C'est pas interdit, et en plus auprès du public algérien, tunisien ou libyen, généralement les feuilletons et les séries turques, quelle que soit la période, elles passent parce que les opinions publiques au Maghreb ont un plus grand détachement et elles ne sont pas heurtées par les sujets que peuvent développer les Turcs, quels que soient les sujets. Par contre, si on revient au Proche-Orient et plus particulièrement à la Syrie, c'est une autre paire de manches. Parce que dans le cas de la Syrie, ça dépend quelle période. Si c'est le XXe siècle, n'oubliez pas qu'il y a un contentieux territorial important entre les Syriens et les Turcs à propos de la région de Hatay. C'est l'ancienne Antioche, et qui a été donc détachée de la Syrie pour être offerte en 1938 par les mandataires français aux Turcs et au détriment des Syriens, alors que c'est un territoire syrien. C'est le deuxième découpage qui a été fait après le Liban. Le Liban était aussi une division administrative, comme la Palestine, qui était rattachée à la Syrie, avec sa capitale Damas. Et ce pays, donc, déjà a été dépecé en 1938, et un référendum a été organisé dans la région de Hatay par les Turcs, avec la complicité des mandataires français, parce qu'ils ont négocié la neutralité de la Turquie pour la Seconde Guerre mondiale qui s'annonçait, en leur offrant Hatay, qui est une province d'expression arabophone et syrienne, et jusqu'à maintenant, sur les cartes donc, de la Syrie, des partis nationalistes syriens, ils considèrent que c'est un territoire syrien. Donc là aussi, je dis bien, tout dépend des séquences et des périodes. Oui, Karim, tu voulais rajouter quelque chose? C'est intéressant de se poser la question sur l'écho
de ces séries sur le public arabe. C'est-à-dire que comment ces publics, ces différents publics vont recevoir tel ou tel programme. En fait, c'est une vieille question. À l'époque, quand John Ford faisait ses films sur les Indiens, ça commence à poser problème. D'ailleurs, on est en train de les revisiter. C'est-à-dire, c'est le soft power. C'est-à-dire, on oublie de dire qu'un programme de télé ou un scénario est une thèse, ce n'est pas une vérité. Et l'aspect positif, c'est de dire que la majorité du public, dans le monde arabe, c'est un public de jeunes. Ils n'ont pas ce rapport très problématique et très sensible avec l'histoire. En fait, c'est une modernisation qui est en train de se passer du public arabe. Ils n'ont pas ce rapport un peu conflictuel avec l'histoire, le nationalisme. Donc tout ça, je pense que ça va se tasser, ça va bien se passer avec le temps. Vous savez, le paysage audiovisuel un petit peu arabe a changé de physionomie. Et dans les années 90-80, le Ramadan était considéré comme un espace de diffusion de feuilletons religieux. On se souvient de Jamal Din Afghani, etc. Omar aussi. Hatem Ali, etc. On avait mis de côté ce qu'on appelle les feuilletons romancés, qui occupaient l'espace d'une année, la télévision arabe. Et cette fois, avec l'avalanche des feuilletons turcs pendant plus d'une année, les producteurs et même les créateurs et les scénaristes arabes avaient tout le laps de temps de créer, d'écrire et de se concentrer sur son histoire et son identité. Durant le Ramadan, les feuilletons turcs n'apparaissent pas beaucoup. N'apparaissent pas du tout. Parce que pourquoi les Turcs choisissent les saisons de télévision hors Ramadan? Ils le savent très bien. Parce que, comme l'a expliqué Reda, c'est généralement des histoires... Pendant 11 mois. Oui, ils occupent le terrain pendant 11 mois, il faut dire. Et maintenant, c'est un... Bien sûr, c'est un soft power. Évidemment, le cinéma, la télévision, les feuilletons, le drama n'écrivent pas l'histoire, mais on peut aussi aborder l'histoire à travers le cinéma. Mais ça donne un peu de temps pour les créateurs et les producteurs. Oui. Et pour cibler. Avant, par exemple, Adel Imam, tu le voyais pendant toute l'année. Maintenant, tu le vois une fois tous les 2 ans dans une super grosse production. Dans les feuilletons aussi. Ou les feuilletons, Comme Valentino, qui a été diffusé par Netflix d'ailleurs. Tout à fait, oui. Il n'a pas vraiment réussi. C'était pas vraiment Adel Imam qu'on connaît, mais en fait, l'audience, comme Karim a parlé de l'audience, Qiyamat Ertugrul, qui est donc le feuilleton turc sur le début de l'Empire ottoman, c'est une audience record dans le monde arabe et dans le monde musulman. Maintenant, les Turcs sont passés au doublage, parce que les Turcs ne doublent pas uniquement... Même Harim al-Sultan. Même Harim al-Sultan, qui est très contesté, parce que ce n'est pas vraiment Sulayman al-Qanouni qu'on connaît, le roi ottoman. Mais il est romancé, c'est un feuilleton romancé, un peu trop romancé. Parce que c'est l'histoire c'est un homme à femme, présenté comme un homme à femme, alors que ce n'était pas vraiment le roi. Et c'est pour ça que parfois, quand on romance un peu trop l'histoire, on peut aller dans des sens qui peuvent choquer ou heurter. C'était un grand débat dans le monde arabe. Et donc, les Turcs, maintenant, ne sont pas uniquement dans le syro-libanais, qui est donc le dialecte parlé en Syrie et en Liban, mais également dans d'autres langues. Donc, maintenant, il y a des studios de doublage qui font dans les langues africaines. C'est-à-dire que les Turcs sont allés vers les zones les plus éloignées. Ils sont allés surtout vers l'Asie. Vers l'Asie, parce que les langues, le Pashtun, le Hindi, et c'est pour ça que, comme l'a expliqué Karim, il y a du soft power derrière tout ça. Alors, avant de poursuivre les débats, messieurs, je vais vous laisser regarder également quelques autres bandes annonces qui vont être justement diffusées sur Shahd et sur certaines chaînes arabes durant ce mois sacré de Ramadan. Voilà, on a vu quelques bandes annonces, 3 pour être plus précis. La majorité de ces bandes annonces parlent justement de l'actualité de certains pays, notamment en Syrie et dans le monde arabe, qui luttent contre le terrorisme international. Oui, ça devient un thème récurrent dans pas mal de productions arabes, et même diffusé pendant le Ramadan. Oui, pendant un bon moment, les Syriens ont hésité un peu pour aborder leur situation, qui a commencé en 2011. Mais des films comme celle de Mahmoud Abdelaziz ou de Bassel Khatib ont commencé donc à aborder dans le cinéma. Vous l'avez vu oui, dans le cinéma, c'était déjà abordé. Oui, dans le cinéma. Et pas dans l'audiovisuel. Selon une certaine version, évidemment. Et ça a été projeté d'ailleurs au Festival d'Oran du film arabe, au Festival du Caire, certains films du Festival du Caire. D'ailleurs, je me souviens, il y avait une opposition entre 2 grands cinéastes syriens, Bassel Khatib, qui est un petit peu proche du régime, et
Nejdet Anzour qui est un opposant, donc c'était un petit peu Mohamed Malas. Mohamed Malas, qui est donc l'ancien réalisateur syrien qui a réalisé le fameux film Adwa al-Madina, La lumière de la vie. Mais Nejdet Anzour a fait un film sur Daesh. Sur Daesh, oui, tout à fait. Le film arabe sur cette un excellent film d'ailleurs. Fania wa tatabaddad, parce que le message de Daesh c'était Baqiya wa tatamaddad, c'est-à-dire le reste elle passera en danger. Bien sûr c'était de la propagande, mais c'est un film très courageux, critique évidemment, mais c'est un film courageux qui a montré la face inconnue de Daesh, qui était de l'asservissement sexuel. Mais parmi les feuilletons, à mon avis, qui vont faire de l'audience durant ce Ramadan, c'est un feuilleton syrien qui s'appelle Nar bin Nar. Nar bin Nar qu'on a vu. Oui, on a vu parce que réalisé par Mohamed Abdelaziz. C'est la première fois qu'un feuilleton arabe a posé la question du racisme, mais racisme interarabe, parce que les réfugiés syriens en Liban ont beaucoup souffert, contrairement à tout à fait, ont beaucoup souffert des ségrégations au travail, à l'emploi, etc. Ça a été abordé d'une manière un peu sommaire dans un documentaire ou deux. Mais là, c'est très ouvert. Là, c'est ouvert et je pense que beaucoup avec des stars, des stars syriennes. Oui, avec notamment Abed Fad, qui est exactement, une grande star. Comédien. Et beaucoup de critiques s'attendent à ce que ce feuilleton cartonne, parce que c'est la première fois qu'il y a un sujet. Parce que quand on voit les lancements de la plupart des feuilletons, soit c'est des comédies familiales, light comedy, ou c'est des histoires d'héritage, ou des histoires de divorce, des histoires de séparation entre parents. Donc les sujets sociaux dominent les séries de feuilletons. Et là, c'est vraiment un sujet qui sort du commun. Les sujets sociaux ont un petit peu été évacués durant le Ramadan. Il y a peu de sujets sociaux, il y a beaucoup plus des sujets d'actualité, des dramas liés à l'actualité de guerre, de conflits. Même là, c'est compliqué. Un petit peu les conflits interreligieux aussi. Donc il y a vraiment une thématique très très lourde parfois. Non, les interreligions, généralement on a tendance à les éviter parce que les télévisions ont aussi une responsabilité, même si on connaît un grand groupe comme NBC qui diffuse avec ses propres chaînes, notamment ils font attention, c'est des professionnels. NBC Misr, NBC Irak, et je pense qu'NBC 5, qui est supposée être une chaîne maghrébine, elle est basée au Maroc. Et donc parfois on évite les sujets et on va elle n'est pas basée au Maroc. Elle diffuse beaucoup plus de production marocaine. Marocaine, oui, parce que c'est vraiment, on est loin du projet initial qui était de produire. Pas de production algérienne ni production tunisienne, même libyenne et mauritanienne, parce qu'on a tendance à oublier que la Libye et la Mauritanie font partie de ça. D'ailleurs, tu m'as tendu un petit peu la perche pour savoir pourquoi il n'y a pas carrément de production algérienne, que ce soit audiovisuelle ou cinématographique, sur la plateforme Shahd. Contrairement à Netflix, où on voit quelques films algériens qui sont diffusés ici et là. Je pense que Shahd vient d'introduire le film Soula. Le film de Saad qui a eu des prix. Qui a eu plusieurs prix, Plusieurs prix à l'étranger qui parle de. C'est le seul, je crois. Et oui, c'est le premier. Je pense que Shahd va s'ouvrir sur le marché algérien parce qu'il ne faut pas oublier que l'Algérie est un grand marché. C'est l'un des plus grands marchés. Quand je parle du marché, je parle du nombre de vues, du nombre de consommateurs qui existent. Et donc c'est un grand marché. Alors qu'il n'y a pas une promotion ici en Algérie. Il n'y a pas encore une promotion, mais Shahd, je pense, cible un peu le marché algérien et le marché marocain parce que c'est quand même presque 80 millions de personnes. Ce n'est pas tout le monde qui va voir Shahd, mais quand même, si on prend 10%, vous avez 8 millions. Donc je pense que la tendance va aller, parce qu'il y a une grande offensive lancée par Shahd, y compris dans le domaine du sport et du football, là, parce que Shahd va commencer à bousculer. Il a beaucoup de moyens financiers, donc il va bousculer même les traditionnels, les conventionnels opérateurs ou les plateformes qui sont dans ce domaine de la télévision dans la région arabe. Et cette année, je pense que Shahd a prévu de diffuser 50 feuilletons, ce qui est pas mal. Justement, il concurrence carrément. Irak, Arabie Saoudite, Émirats Arabes Unis, Égypte, Tunisie. Tout à fait. Karim, quand on voit un petit peu Netflix qui diffuse plus de 200 séries sur sa plateforme, aujourd'hui Shahd est considéré comme un Netflix arabe. Est-ce qu'on produit carrément pour la VOD? On ne produit plus pour la télévision. Est-ce que la télévision aujourd'hui n'a pas les moyens de prendre en charge une série de qualité comme ça qui est diffusée sur des plateformes, sachant aujourd'hui que ces plateformes diffusent parfois en qualité HD avec des normes cinématographiques? Entre guillemets, le petit génie
du marketing Netflix, parce que la télé, si vous voulez, c'est un médium un peu consensuel. Netflix voulait aller chercher un peu le côté moderne, un peu le côté un peu avant-gardiste. Ce que le cinéma avait abandonné. Oui, ce que le cinéma a abandonné, parce qu'aux États-Unis, il y avait toute une espèce de motion de censure sur le racisme, sur beaucoup de communautés, des ethnies, sur le rapport à l'histoire. Il commençait à avoir des espèces de commissaires culturels qui venaient et qui vérifiaient les scénarios. Et si vous voulez, ça a un peu ça a un peu découragé le nouvel engouement du cinéma. Netflix, si vous voulez, bouscule ces cadrans, même si c'est des niches au niveau on sait qu'ils sont proches, par exemple, du Parti démocrate américain. Il y a quelques niches, mais quand même, on a le sentiment qu'il y a quand même de la nouveauté, qu'il y a quand même de l'inventivité. On veut bousculer, et c'est ça qui intéresse les jeunes, parce que Netflix, c'est 220 millions de consommateurs, principalement c'est les jeunes. Donc la télé reste quand même un médium classique. Entre guillemets, est-ce qu'on peut considérer que la télévision est finie? Non, jamais. Pas Jamais, encore. hein. Non, pas encore la télé. J'ai écouté aujourd'hui à la radio, à la chaîne 3, un expert puisqu'on est à côté de la SAFEX, vous savez qu'il y a le salon de l'électroménager, et on avait dit, est-ce que la télévision n'est plus disons, un appareil qui est vendable, qui est très consommé. Comme aujourd'hui, quelle est la chose la plus vendue au salon? Ils ont dit que ce n'est pas la télévision. Mais est-ce que la télévision n'est plus un appareil très très consommé? Ils ont dit si on achète beaucoup de télé aussi, parce que même à travers la télé, c'est un énorme smartphone où on se connecte à Internet. Aujourd'hui, la télé n'est plus utilisée pour être connectée à un câble d'antenne. Il est un simple smartphone géant, où on se connecte à Internet et on diffuse Netflix, on diffuse d'autres programmes. Shahad a signé des accords avec des producteurs de télévision. Oui, comme tu as dit, pour installer certaines marques, on va pas les citer. et intégrer l'application sur le téléviseur. Sur le téléviseur. Ça veut dire que le téléviseur, voilà comment c'est comme l'a fait Netflix aussi. C'est comme Netflix, c'est comme Disney, Apple, tous les grandes plateformes, parce qu'ils savent que les gens, ils ont toujours une télévision dans les salons. Ça se passe dans tous les pays du monde. S'il y a des foyers, il faut peut-être faire le compte. Combien il y a de foyers où il n'y a pas de télévision? Ils sont très peu. La télévision n'est pas. Ça ritualise aussi la réunion familiale. On se retrouve. C'est ce qu'on appelle le home vidéo. Voilà, on se retrouve autour de la télé, la grand-mère. Exactement, surtout Ramadan. Netflix, les plateformes, ce n'est pas encore le cas. C'est plus personnalisé. Est-ce que, justement, je vais vous poser la question, messieurs, on parlait de Shahid, on a fait un peu de pub pour cette plateforme VOD arabe. Est-ce que vous pensez que les Algériens, durant ce Ramadan, vont se brancher sur Shahid pour voir des productions? Oui, je pense. Il y a beaucoup de... Quelle est l'audience que tu projettes? Non, je pense qu'il y a une grande audience. Les feuilletons algériens et arabes, il y a une grande audience. On a constaté en suivant les programmes ces derniers ramadans, du moins c'est les 5 derniers ramadans, ils constatent que oui, il y a un suivi. Il y a des feuilletons qui cartonnent durant le ramadan, et vous suivez un peu sur les réseaux sociaux, les commentaires, etc. Et les gens sont très bien informés. Karim parlait de jeunes, ils sont bien informés. D'ailleurs, tous les producteurs ont fait des lancements, comme on l'a vu tout à l'heure, y compris sur les réseaux sociaux, dans les journaux, etc. Parce que les plateformes aussi achètent des espaces dans les journaux arabes, comme le journal L'Arab El-Jadid ou le Khalij, ou d'autres journaux dans les pays du Golfe, où il y a aussi, vous avez même des encarts publicitaires pour attirer un peu l'audience vers ces productions. Mais les tendances, c'est-à-dire les producteurs de ces plateformes vont les chercher chez les jeunes. Oui. C'est pas le contraire. C'est pas les jeunes qui vont chercher les tendances chez les plateformes. C'est pour ça qu'il y a des espèces d'enquêtes. On va voir les jeunes, ce qu'ils aiment, ce qui se passe dans la mode, dans l'air du temps, et puis on essaye de reformuler ça, de reconjuguer ça, de retraduire ça culturellement à travers ces plateformes. Donc c'est pour ça que c'est un miroir. Waleda, tu as un petit peu la parole. Allez, vas-y. Merci. Et puis je voudrais insister sur le fait que la télévision se renouvelle à travers les chaînes satellitaires qui sont toujours très regardées dans le monde arabe, surtout quand il y a par exemple des conflits et où les ressortissants de ces pays-là souhaitent s'abreuver en information auprès de ces chaînes-là qui sont considérées comme plus fiables que certaines chaînes occidentales. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je voulais revenir sur certains nouveaux thèmes qui sont abordés comme plus que le racisme, mais les discriminations.
les discriminations. Parce que dans le cas des réfugiés syriens qui sont au Liban, il faut savoir que le Liban est un petit pays et 1 million de réfugiés syriens, c'est beaucoup. Et donc, par conséquent, ça pèse sur le marché de l'emploi local, sachant que ce pays est quasiment étranglé. Mais ça pourrait aussi donner un point de vue qui serait différent parce que auparavant, c'était beaucoup plus les réfugiés palestiniens qui pesaient sur certains pays comme la Jordanie, comme le Liban, et qui étaient aussi réfugiés et qui ont eu leur lot de misère. Ouais. Et maintenant, c'est le cas des Syriens. Mais les Syriens au Liban, ça dépend dans quelle région aussi au Liban, parce que le Syrien qui se réfugie par exemple à Baalbek, à Tripoli ou à Saïda, il est quasiment chez lui. Parce que c'était des régions. Voilà. Donc, on parlera beaucoup plus de discrimination parce que le sujet qui est le racisme en lui-même n'a toujours pas été abordé. Si le racisme concerne davantage, par exemple, les ressortissants subsahariens en Tunisie, ce sujet n'a toujours pas été abordé encore par le cinéma arabe. Alors, tu parlais de la Syrie, du Liban, et il y a un pays qui se développe beaucoup en matière d'audiovisuel et de cinéma, la Jordanie. Alors, avant de terminer les quelques minutes de débat sur ce plateau, on voudrait vous montrer cette bande-annonce d'une série jordanienne qui fait un tabac sur Netflix, et on revient au débat. Voilà, c'était la série Madras al-Rawabi, qui est une série jordanienne diffusée sur Netflix, qui a eu un énorme succès, que ce soit dans le monde arabe et même à l'étranger. Quand on voit cette série, on se dirait une série américaine. Parce que Netflix, il a des codes. Et parmi les codes, il y a justement, les codes sont liés aux tenues vestimentaires, les couleurs, les baskets, le school bus qui est un bus jaune comme celui aux États-Unis. Et je pense que c'est la deuxième fois qu'il y a une série qui me porte un succès. En Jordanie, il y a une série de films d'horreur. Qui s'appelle Jean. C'est toujours des écolières qui vont rencontrer des jeans appelés Batra à Petra. Et donc je pense que le Netflix maintenant parie aussi sur les scénaristes jordaniens. Pourquoi le choix justement de la Jordanie? Parce qu'il y a de très bons scénaristes. Il y a une très bonne organisation. J'ai eu personnellement les réalisateurs sont libanais. C'est des Libanais, mais il y a aussi une bonne école de cinéma en Jordanie et de télévision. Et donc pour entrer dans le monde arabe, c'est peut-être une portière pour le Netflix. C'est la deuxième tentative et ça marche. Et ça marche parce que Netflix veut aussi, si vous voulez, conquérir, entre guillemets, la région du Moyen-Orient. Karim, pour faire justement du Netflix, il faut obéir au code américain, même quand on est issu du monde arabe. Dans un premier temps, c'est-à-dire il y a des étapes. La première étape, on essaye de copier, et puis la deuxième étape, on essaye de s'affirmer, c'est ce qui va se passer, parce que ce qu'on est en train de voir, c'est une petite révolution finalement. On copie Netflix, on s'approprie les codes américains, et puis dans un deuxième temps, on parle de la société, on parle des problèmes historiques, on parle des problèmes de l'environnement, de la politique. C'est-à-dire pendant très longtemps, on a reproché au monde arabe de ne pas avoir la maîtrise de leur culture, que ce soit les autres qui parlaient à leur place. Et c'est vrai que ça a été un handicap pendant longtemps. Et là, on est en train de voir que c'est en train de changer petit à petit. D'ailleurs, l'une des forces de Netflix, c'est de produire dans les pays d'origine de l'histoire, de ne pas produire aux États-Unis. C'est ça qui fait la force un petit peu de Netflix, c'est de donner les moyens aux producteurs locaux de tourner leurs propres histoires et de la diffuser ensuite sur Netflix, tout en respectant les codes et un petit peu les usages de la plateforme VOD. Oui, mais Netflix a toujours ignoré le monde arabe pendant très longtemps. Il s'est rendu compte qu'il avait oublié un marché de 300 millions à 350 millions d'habitants. Il a aussi ignoré l'Afrique. Il ne faut pas oublier, Faisal, que Netflix, même si elle est ancienne aux États-Unis, elle a démarré dans les années 90, elle apparaît dans le monde un petit peu
internationale qu'il y a 4-5 ans. Hein. Oui, il y a 4-5 ans, oui, mais cet intérêt pour la Jordanie, la production arabe, il y a maintenant beaucoup de feuilletons arabes sur Netflix, hein, et en version originale, c'est-à-dire en langue arabe, oui. pas uniquement égyptien. Pas produit par Netflix. Pas produit par Netflix. Ça, c'est une production Netflix. Netflix, et ça veut dire qu'il est passé à une nouvelle phase, bousculée évidemment par les autres plateformes comme Shahid, mais il y a aussi l'intérêt Netflix pour l'Afrique. Vous allez voir qu'il va bien se redéployer dans le continent dans les prochaines années. Merci Faisal, merci Karim, merci Reda. Cette émission est à présent terminée, la dernière avant le Ramadan. On va bientôt entrer dans le mois sacré. Je vous souhaite Sahar Ramadankum et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec un sujet sûrement qui parlera des séries ramadanesques. Bonne fin de soirée, restez branchés sur Al24 News.